Voilà, oui, donc, je préférerais que ça soit libre et que vous soyez libre, que vous ne soyez pas encarcané par un document officiel. C'est justement ça la grande liberté de cet enseignement. La seule contrainte, je vous demande de faire ça. Alors peut-être que je ferai un document, oui. Je vous demande de faire ça dans un minimum de pages. Je vais vous faire voir des exemples de l'année dernière, hein, d'accord? Et si vous avez un traitement faux, c'est moins grave que si vous ne savez pas percevoir Alors bien sûr, si vous me dites que p-value est supérieur à 5% et que vous voulez montrer que vous voulez rejeter une hypothèse nulle et que vous dites que ça marche, c'est OK. Là, je dis, ils ont rien compris. Mais là, vous n'allez pas être stupide à ce point-là. On l'a fait 10 000 fois. Vous savez quand est-ce qu'on regarde des résultats avec p-value supérieur à 5%? C'est pour les tests d'homocédasticité et de normalité. Et quant aux autres, on s'intéresse justement à ce que la p-value soit la plus faible possible, puisque c'est là l'argumentaire, c'est raisonner comme le faisait monsieur Fischer à partir de la p-value et non pas du seuil à 5% qui sera notre seuil de décision. Bon, alors bref, mais vous pouvez aussi prendre la façon dont raisonne Pearson, ça ne me dérange pas, vous pouvez prendre 5% si vous voulez, c'est pas le ça. Revenons à ce que je disais, c'est qu'il faudra que vous fassiez une petite synthèse en 2 pages. Alors les plus bavards, les plus passionnés pourront aller jusqu'à 3 voire 4 pages, mais ce n'est pas exigé. Vous voyez, c'est le côté synthétique. Ça serait si bien si ça pouvait tenir un recto verso, ça serait magnifique. Ou alors, vous savez, une feuille, une page, où les deux pages sont mises sur un format paysage, why not? Ça serait génial, ça serait hyper synthétique. Donc, on pourrait imaginer que derrière, vous puissiez mettre le logo de votre entreprise, de votre start-up, quelques photos, etc. Puis pouf, une étude derrière en verso. Voilà. Donc, faites synthétique et essayez donc, comme je vous le disais, de vous intéresser à une thématique, à une problématique particulière de cette thématique. Ensuite, vous amenez à un traitement associé à cette thématique, vous inventez les données, vous gérez des fichiers. Alors peut-être qu'effectivement, certains voudront me donner le fichier Excel qui a été utilisé, et puis quelques sorties d'écran qui seront associés au traitement. N'en mettez pas trop, votre texte suffit à expliquer, on ne vous demande pas des preuves que vous savez travailler, on vous demande juste de nous aider à comprendre dans cette problématique, on vous fait confiance, d'accord? On n'est pas là pour vérifier, est-ce qu'ils ont bien cliqué sur le bon truc, comment ils sont arrivés à ça, ils ne l'ont pas expliqué. Voilà, on n'est pas des jambons, on le sait bien. Et puis, si vous n'arrivez pas à avoir le traitement que vous voulez avec les données que vous avez, eh ben, vous falsifiez le traitement et vous faites un faux copier-coller avec la p-value que vous vouliez obtenir pour montrer quelque chose. Ça sera pardonné, hein. L'essentiel, c'est que le discours soit cohérent, hein, et que vous mettiez en nota bene dans le message. Le traitement a été modifié pour obtenir la conclusion. Nous avons pris ces données, mais elles ne fonctionnaient pas comme nous voulions. Vous avez toute liberté de faire quelque chose de cohérent en expliquant un petit peu comment vous y êtes arrivé. Et puis, vous faites une discussion avec... alors, j'aime bien la discussion, la conclusion, c'est tout à fait français, hein, une discussion qui porte sur une analyse critique des données et de la méthode que vous avez utilisée pour arriver à la connaissance que vous proposez, hein. N'oubliez pas que vous générez toujours des connaissances. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça a donné pour les études passées. Alors, j'en ai pris un, voilà, une personne qui était assez bavarde, hein. Je ne demande pas ça, hein. Disons qu'il y en a 2 fois trop, là, à peu près. Disons, 1 fois et demi trop, hein. Donc, vous voyez que il y a un contexte général. Alors donc, il s'intéressait de façon humoristique, on a le droit à l'humour aussi, à l'influence de la musique sur la croissance des plantes. Donc un contexte général, la musique est une science des sons rangés harmonieusement à considérer, etc. Oui, je sais, c'est pas à partager. Je sais, je me suis aperçu. Alors, partager l'application, l'écran, parti. Donc c'est parti, excusez-moi, c'est pas facile tout ça, vous savez. C'est pas facile à gérer. Donc là, vous avez celui-ci. Voilà. Donc la personne est un petit peu bavarde, comme je vous disais. Elle a fait, enfin, les 2 personnes sont un petit peu bavardes. Ils ont fait 4 pages au lieu de 2 pages, avec une formation qui, ma foi, ressemblait beaucoup à celle qu'on a fait cette année. Alors je suis allé moins en détail dans la Nova avec eux et je suis allé plus en détail dans la régression. J'ai fait moins de choses concernant
je ne sais plus quel aspect, là, je crois qu'on n'avait fait aucun test T avec eux, alors qu'avec vous, bon, j'ai réussi à les faire et tout. Bon, bref, il y a des petites différences, hein, mais bon, l'idée est la suivante, c'est que on prend contexte général sans eux, hein, bien sûr. Je ne corrige pas les fautes d'orthographe. Hein. Moi-même, j'en fais quelques-unes, mais je fais attention quand même. J'en fais une ou deux, pas une dizaine. D'accord? Donc, le contexte, une explication des concepts qu'ils manipuleront. Alors, c'est un peu long, hein, tout ça. Vous pouvez faire plus. La problématique. Alors voilà, ils ont une problématique. Ils l'expliquent. Hein. On va vérifier si la musique joue bien un rôle dans la croissance des plantes. Je ne vous en dis pas plus. Hein. Et plus spécifiquement, les plants de haricots. Alors, je vais augmenter si vous voulez voir plus en détail. Donc, vous voyez, ils me mettent quelques fichiers là, effectivement, qui sont utilisés dans cette science, alors plus ou moins inventés, hein, et puis pourquoi pas faire de l'humour, hein. Et puis donc étude de la taille des tiges, matériel et méthode, donc ensuite les données, vous voyez qu'il y a de la descriptive ici, la procédure, donc là on reconnaît, enfin vous allez reconnaître une procédure qui va être associée, on va dire, plutôt à de l'ANOVA, hein, puisque ou la régression, puisqu'on fait effectivement des tests de normalité. Et puis, effectivement, donc, ils posent des hypothèses nulles, alors ils concluent, et puis ils vont donc aller vers une autre étude qui est l'ANOVA entre le rendement et l'exploitant. Donc, ils sont allés vraiment, vraiment au fond de leur interrogation. J'en demandais pas trop, j'en demandais pas tant, hein, d'accord. Et puis, ça se termine par une discussion. D'accord. Cette étude nous a donc permis de confirmer que la musique a une influence sur la croissance des haricots verts. Ceci peut être confirmé car les exploitants n'ont pas d'influence sur la taille des tiges des haricots verts. Et ils sont bien, bien intéressés à découpler ce qui pouvait être le bruit du signal. D'accord. Au cours de ce projet, nous sommes majoritairement intéressés à l'influence de la musique sur la croissance des haricots verts, spécifiquement au niveau de la tige. Nous avons effectué des expériences complémentaires, patati patata. Notre conclusion est similaire. Pour aller encore plus loin, nous aurions également pu mettre en rapport nos protéodies, excusez-moi, en rapport avec les différents styles de musique existantes, rock, rap, classique. D'accord. Donc, vous voyez, ils ouvrent dans la discussion vers plus d'éléments qui auraient pu rentrer dans cette étude. Demain sur Terre, à l'horizon 2050, une estimation prévoit environ 10 milliards d'hommes sur Terre. Il y aura ainsi de plus grands enjeux pour nourrir l'humanité, puisque là, ils étaient à la production et la croissance des plantes. Donc derrière, il y avait sûrement un aspect nutritionnel, hein, d'accord. Et donc pour cela, il faut augmenter les rendements agricoles sans utiliser de substances nocives et détériorer les sols. L'écoute de la musique pourrait ainsi être une possibilité pour répondre à des enjeux agricoles. Moi, bon, il y a une petite faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Donc ce que je vois là, c'est que l'idée est là, vous voyez, c'est un argumentaire fait, on va dire, subtilement d'une présentation du contexte, des données avec de la descriptive, de l'analytique, et puis une conclusion fondée sur l'exploitation des données, et ensuite une discussion qui reprend les éléments pour parler en français. Là, vous voyez, il n'y a aucune statistique dans la discussion. Bon, ça, c'est pour vous donner une idée de la façon dont ça peut être fait. Alors, je vais en donner un deuxième exemple, si je le retrouve, excusez-moi. Donc là, c'est vraiment dans les cordes pour ce qui est du format. Vous voyez, c'est en une page recto-verso, en une feuille, pardon, recto-verso. Et donc là, une course de taille. Donc là, c'est encore de l'humour, mais vous n'êtes pas obligé de faire de l'humour, hein, d'accord. Donc 2 étudiantes débutantes dans le running, c'est pas de l'humour, mais c'est, on va dire, c'est pas forcément du scientifique. Là, on est sur du training. Hein. Donc 2 étudiantes débutantes dans le running et préparant une prochaine course observent leur dernier temps. L'une des 2 étudiantes est plus petite que l'autre et possède un temps de parcours supérieur à celui de son amie. Interloquée par cette coïncidence, elle va tenter de trouver un lien entre ces deux données, enfin entre ces deux informations. Donc là, il présente les données, donc 10 femmes et 10 hommes de son groupe d'athlétisme, hein, et il regarde un petit peu comment ça s'est passé pour leur entraînement, avec les distances, les vitesses atteintes, la longueur des jambes, la taille, etc. Puis ils essayent de faire donc une étude de la vitesse de course en fonction de la taille, de la vitesse de course en fonction de la longueur de jambes,
et de la vitesse de course en fonction du sexe. Et puis donc, ils arrivent, bien sûr, j'en passe et des meilleurs, ils posent des hypothèses nulles. Hein. Alors rappelez-vous que c'est l'hypothèse, quand on veut montrer une dépendance, on pose une hypothèse stupide, entre guillemets, une hypothèse qui doit être contredite. C'est ici, donc, vous voyez que pour s'intéresser à l'influence de la longueur des jambes sur la vitesse de course, on va dire que H0, la vitesse de course, ne dépend pas de la longueur des jambes, alors que dans H1, elle dépend. Hein, elles sont corrélées et on explique effectivement, en fonction des résultats, eh bien, on trouve finalement, en fonction des résultats, une conclusion générale. Alors, vous voyez que les données ne sont pas mirobolantes, hein, elles ont fait quelque chose d'honnête et de propre, à mon sens, c'est que finalement, on n'a pas des données qui sont regroupées sur une ligne, hein, ça n'a pas forcément de sens. Hein. Donc, pour conclure, nous avons pu voir qu'il existe une forte corrélation entre la taille et la vitesse des coureurs, ainsi qu'une forte corrélation entre la longueur des jambes et leur vitesse. Alors, en fait, c'est plus une corrélation, là, il y a une relation. On va voir justement cette différence entre corrélation et relation. Hein. Cependant, après un test T et un test de Fischer, nous obtenons une PLE qui nous permet d'affirmer que nous rejetons l'hypothèse que les femmes ont une vitesse moyenne égale à celle des hommes. Nous pouvons dire que s'il y a une réelle différence de vitesse entre les sexes, nous ne pouvons pas affirmer que les personnes de grande taille ont tendance à être plus rapides que les personnes de petite taille. Sinon, ça serait vite réglé. Hein. Quoique, à une époque, il fut un temps où les marathoniens étaient plutôt de grande taille. Mais bon, ça s'est contrebalancé avec les Éthiopiens. Nous pouvons cependant faire la remarque que ces données analytiques ne prennent pas en compte le poids des coureurs ainsi que leur état de santé. Oui, petite discussion, amen. Donc, il y a une conclusion, une discussion. On n'est pas obligé d'aller sur des trucs très lourds. Hein. Et donc, la phrase nous amène donc à nous intéresser à d'autres informations. Il est aussi important de mentionner qu'il s'agit d'une généralité. Il est donc possible d'être rapide et petit. Les résultats de cette étudiante seront peut-être sur des sprints de course distante. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. La phrase n'est pas très française, d'accord. C'est-à-dire, elle porte peut-être sur des sprints de courte distance. Donc, les résultats auraient pu être plus significatif avec un nombre supérieur de coureurs. Oui, mettre là en balance plusieurs remarques qui pourraient un petit peu changer la donne ou être plus démonstratifs. D'accord? Donc, je vous ai donné ces deux exemples. Je pourrais en mettre d'autres. Hein. Il y a eu tous les thèmes qui ont été possibles. Et puis, sur le site, vous pouvez travailler sur des aspects, vous verrez, biomédicaux, sur des aspects environnementaux, sur des aspects agricoles, sur des aspects plutôt épidémiologiques, sur des aspects, on va dire, marketing. Le champ est libre, mais essayez de faire en sorte de me rendre un projet concis avec le maximum d'éléments qui puissent permettre d'apporter une discussion, à savoir présentation de contexte, description des données utilisées avec du descriptif. Oui, Lorna, je t'écoute. Mais si on invente si on invente des données, comment on fait Vous inventez les données, vous inventez les données. Mais du coup, notre conclusion, si ça se trouve, elle sera pas du tout. Vous les trafiquez, vos données, pour que vous arriviez à ce que vous voulez voir. OK? Ok. Mais du coup, il faut que... Ce n'est pas une vérité absolue. Et puis, si vous n'avez pas le résultat, ben, vous montrez que ces données n'ont pas permis d'obtenir un résultat. Ok, mais du coup, oui, la conclusion, La conclusion sera cohérente avec vos données. Si les données n'ont pas permis de montrer ce résultat, ben, la cohérence, ce serait de dire qu'elles n'ont pas permis. Si elles l'ont permis, ben, vous, au contraire, vous allez vers cette conclusion. D'accord? On ne vous oblige pas d'avoir un truc qui marche. D'accord? C'est justement ça la pertinence de l'esprit scientifique. Toutes les choses ne marchent pas systématiquement. Vous avez vu que le vaccin de Pasteur a été abandonné, hein, et le directeur de Pasteur a été assez convaincant en disant que la recherche est faite d'un ensemble de succès et d'échecs. D'accord? D'accord. C'est ça, la marche scientifique. Mais outre les données, du coup, il faut que notre conclusion, elle soit réelle. Il ne faut pas qu'on invente. La conclusion, vous l'inventez en fonction de ce que vous voulez montrer dans votre problématique. D'accord? Je ne vous demande pas d'être au taquet de quelque chose qui est réel. Ok, d'accord. Je voulais être cohérent de A jusqu'à Z. Ok. D'accord? Ça marche? Ouais. C'est un exercice, j'en conviens, difficile, hein, parce que vous êtes à la fois
juge et arbitre et en même temps acteur de vos données. C'est vous qui l'inventez, c'est vous qui cherchez la problématique, c'est vous qui essayez d'apporter la discussion, la conclusion, et qui peut-être faites en sorte d'avoir des données très jolies, ou au contraire, certains préféreront des données moins jolies, ou des données qui ne marchent pas du tout et qui cassent un fondement qui était une vérité générale, et cette vérité générale n'était que, on va dire, qu'une fake news, par exemple. Je ne sais pas, tout est possible, ok? Je vous amène à cette réflexion, et comme je le disais, ben, c'est un exercice de style, et c'est très difficile parce que, en fait, vous êtes en L2, on vous prend toujours pour des jambons, excusez-moi de vous dire la vérité, on vous prend pour des gamins, pour des bébés, pour des incapables. On se demande quand est-ce que naît le cerveau dans la tête de certains profs. Peut-être qu'ils imaginent que les cerveaux commencent à exister vers le L3 ou vers le M1. Je suis vraiment très étonné. Vous avez en fait matière à pouvoir décider, juger, interpréter, analyser, comme vous et moi, comme tout le monde, quoi, je veux dire. Et donc, essayer de dépasser enfin dire, les préjugés qu'ont certains profs sur vous, et justement de montrer que vous avez de la jugeote et que vous êtes capable de mener une étude, on va dire, scientifique fondée sur l'analyse des données de A jusqu'à Z, en étant très synthétique, et vous avez le droit de faire de l'humour, hein, c'est aussi accepté. Hein. Et vous avez le droit de vous intéresser à un sujet très très sérieux. Là, vous avez vu que nous avons, pour dépasser le cadre de la biologie, un sérieux problème de révélation de cas d'inceste dans notre société, dans la société, on va dire, européenne, hein, il n'y a pas qu'en France. Vous pouvez rebondir là-dessus et faire des statistiques sur ce sujet hyper brûlant et hyper d'actualité. Vous pouvez faire aussi un sujet sur la vaccination, à la fois son efficacité, d'accord, on en a déjà parlé, mais aussi son ressenti dans la population, ou vous pouvez faire d'autres études fondées plus sur la psychologie. Enfin bref, vous avez le droit à tout, et c'est pour ça que je ne veux pas mettre de consignes, parce que je veux que cette liberté vous soit accordée et que vous voyez simplement qu'il n'y a qu'une seule contrainte, c'est qu'il faut amener le sujet, décrire les données, vous les inventez. Si vous en avez des vrais, vous les utilisez, mais ce n'est pas exigé. Analysez ces données et porter une conclusion qui soit en accord avec l'analyse des données. Et vous allez au-delà en apportant peut-être quelques idées ou quelques critiques ou quelques remarques sur ce que l'analyse n'a pas eu le temps de faire ou a révélé ou n'a pas révélé. D'accord ? Donc je veux qu'il y ait cette contrainte aussi de place, c'est-à-dire que vous ne fassiez pas un truc de 50 pages, parce que premièrement, vous n'en avez pas le temps, secondo, ce n'est pas l'objectif, et troisièmement, il va falloir apprendre dans votre métier à être de plus en plus concis. Ça veut dire qu'on est à la limite du style télégraphique par endroit, d'accord? Vous n'allez pas dire par exemple, nous allons pour cela poser l'hypothèse nulle H0 qui stipule, non, en fait, H0, 2 points, d'accord? On est assez grand pour savoir ce que ça veut dire. H1, 2 points, on est assez grand pour savoir ce que ça veut dire. Vous n'allez pas dire soit mu la moyenne de la population, vous mettez H0 mu égale quelque chose. Hein, si vous la mettez en rouge, moi je comprendrai tout de suite en plus. Donc ça vous évite des phrases. Vous avez pigé? Ça marche? Et en fait, vous voyez, ça c'est quelque chose qui va vous servir dans d'autres matières, ça, de prendre des risques. En fait, c'est un exercice de prise de risque qui ressemble un petit peu à un super défi. Vous l'inventez. D'accord? Ça marche? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur quelque chose, je me suis entendu en écho. Alors, vous n'avez pas de questions là-dessus, non? Ça va? Vous êtes... Bon, de toute façon, vous voyez que j'enregistre, donc vous pouvez revenir sur la chose. Donc, peut-être que dans les liens que je mettrai dans les projets, peut-être que je vais faire un lien projet. Je crois qu'il existe déjà ce lien projet, hein, au contrôle des connaissances. Mais il n'est pas cliquable encore parce que je ne savais pas où j'allais aller. Aïe, contrôle des connaissances n'est pas cliquable, mais bientôt ils veulent l'être, d'accord? Mais par contre, projet, est-ce que projet, oui, il est cliquable, projet, vous voyez, pof, déjà. Donc vous avez déjà des éléments, hein, d'accord, qui décrivent cela. Peut-être que j'y referai un petit tour
pour voir comment ça va se passer. Alors, vous avez le choix, hein. Franchement, pour être honnête avec vous, vous pouvez faire un super projet. Où est mon écran? J'ai perdu mon écran. Vous pouvez faire un super projet tout seul ou vous pouvez vous mettre à deux. D'accord? Ce que je demande, c'est la qualité. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de me rendre à deux un torchon. Ça ne sert à rien. Autant que vous soyez tous les deux à chacun à rendre quelque chose de moyen plutôt que quelque chose qui n'apporte pas un plus en étant deux. D'accord? Donc, vous avez le droit d'être en binôme pour ce projet. Je m'attends même à ce que tout le monde décide d'aller en binôme. Mais il se peut aussi que des personnes préfèrent le faire en monôme. Eh ben, c'est bienvenu aussi. Il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à tout. D'accord? Donc revenons sur non, pas à 3. Non, 3 c'est trop et l'exercice est perdu. Il faut vraiment se concentrer. Je crois qu'on peut se mettre à 3 pour être au fait, au taquet pour faire un jeu. Oui, ben oui. Yanis, ça t'a pas porté bonheur la dernière fois que tu t'es mis à 3 ou à 4. Hein. Donc, l'idée, c'est que en fait, il faut vraiment distinguer, être rapide et travailler en groupe à 3 pour faire quelque chose d'immédiat. Là, tout de suite, on fait appel à notre connaissance bouillonnante. Hein. Ilana. Euh, non, à 3, ça va vraiment, ça va pas le faire. Je suis désolé. Hein. Donc, je préfère à 2. Et à 2, eh ben, vous allez plus dans le long terme. Vous affinez la chose. Et croyez-moi, bosser à 2, c'est aussi un bon exercice. Donc, je suis vraiment désolé pour les coups durs, pour ceux qui avaient prévu d'être à 3. C'est un petit peu de ma faute parce que je ne vous en avais pas donné les règles tout de suite, mais vous vous mettrez à 2. Bien, revenons au projet. Vous voyez que ici, je vais mettre des exemples. Là, ils ne sont pas mis à jour, ces exemples. Ne les regardez pas. Je vais essayer de faire des choses plus actuelles. Donc, laissez-moi quelques jours, hein, parce que là, moi, je suis au bout du rouleau en ce moment. Laissez-moi quelques jours pour mettre ça à jour. Hein. Vous ne vous rendez pas compte de l'ENT, ce que ça me représente comme travail, mais il n'y a pas que ça, hein, évidemment. Et puis, vous savez que je fais de la recherche à côté, donc j'en peux plus. Donc, laissez-moi quelques jours. Et pour rendre le projet, merci Héloïse, j'allais en parler, eh bien, vous avez jusqu'à au moins la date de l'examen. Sachant que le prof met au moins une semaine pour corriger l'examen, je pense que 16 plus 1, ça fait 23, on va dire 23 février. Ça vous va ? Sachant qu'on est le 28, c'est ça, le 28 janvier. Donc, vous allez presque avoir un mois. Et je vous promets une chose, hein, si jamais l'examen est en distanciel et qu'avec Monsieur Réjard, j'allais chercher son prénom, Christophe, avec Christophe, on arrive à trouver une date qui ne sera pas le 16 février, mais plus tard, alors vous aurez un délai supplémentaire. D'accord? Ça marche? Donc, l'idée, c'est pas attendre trop longtemps parce que vous allez être ramolli par la distance qui va vous séparer de mon enseignement. Vous allez être remis dans un enseignement et un contexte plus classique et vous allez perdre en fait toute l'énergie que vous aviez gagnée à être dans le bain. Donc, plus tôt vous le faites, mieux c'est un peu comme les défis. Par contre, je ne vous l'impose pas. Vous avez une date limite qui est, là, on vient de le montrer. Je le marque tout de suite pour ne pas l'oublier. Hein, comme ça, vous allez 23 février, voilà, pour les projets, sachant qu'il y a peut-être même une chance pour que ça aille plus loin que le 23 février. D'accord? Ça dépendra de l'exigence de l'administration pour rendre les notes. Hein. Je vous dis, je suis entièrement dépendant de l'administration, ce qui est logique. Hein. Je ne suis pas là pour critiquer cela. Hein. C'est que je suis quelqu'un de réglo. C'est que quand l'administration me demande les notes, ben, je les fournis. Voilà. Je répète, pour clore le truc de la... Oh, le truc, comment je m'exprime? Excusez-moi, pauvres oreilles. Pour clore la discussion sur le contrôle des connaissances, alors donc vous avez vu qu'ici vous aviez un onglet projet, hein, et vous savez que l'onglet projet, dans quelques jours, je vais le mettre à jour, hein, d'accord? Je vais peut-être mettre des sujets plus, entre guillemets,
dans le ton que ceux qu'on avait vus ou en rajouter, hein, qui vous donnent des idées, hein, c'est juste des idées. Et là, ici, je vais faire un tri sur les projets qui m'ont semblé les plus, on va dire, méritants, les plus intéressants, on va dire, voilà. Et ce que je vous demande, c'est de ne pas les copier, c'est pas faire copier-coller. Soyez vous-même. C'est encore mieux quand ça vient de vous, quand vous employez vos propres raisonnements. Mais bon, essayez de voir un petit peu ce qu'ont fait les autres pour être dans un cadre, on va dire, scientifique, on va dire, honnête. Voilà. Bon, donc le contrôle des connaissances, oui, pour terminer la remarque sur le contrôle des connaissances, un petit coup, parce que les étudiants, ils aiment bien regarder leur prof eyes to eyes. Hein. Donc voilà, eyes to eyes, ça veut dire, vous allez être jugé à part égale, vous vous souvenez, hein, et je ne trahis jamais ma parole. Hein. C'est le même coefficient pour le contrôle continu, le même coefficient pour le projet et le même coefficient pour l'examen dit sur table, c'est-à-dire l'examen écrit. Ça va vous donner une note d'écrit avec une pondération 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. D'accord? Donc, vous allez avoir une note finale qui va comporter 3 notes partielles. La première, ça sera le contrôle continu, et vous avez vu qu'avec moi, ce n'était pas de la blague, hein, on est vraiment sur du contrôle continu, hein, ce n'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. La deuxième, ça sera le projet, ça sera une façon de vous donner la chance de travailler sur un sujet qui vous tient à cœur, tandis que la troisième, c'est un sujet qui est imposé par le prof pour voir un petit peu comment vous réagissez face à une thématique qui sera sûrement d'actualité, qui ne sera pas tordue et qui ne vous laissera pas trop dans le désarroi. De toute façon, je ne demande pas de calculs. Si j'en demande, ils seront vraiment très simples, hein, d'accord. Et je vous demande en examen écrit de vous focaliser plus sur le contexte, la réflexion, l'analyse des données dans un sens stratégique que la calculite. Il a faux, il a trouvé ça, gna gna, c'est pas ça. Moi, je prends souvent des résultats et je vous demande d'analyser des résultats. Vous avez pigé? Donc un tiers, un tiers, un tiers. Je crois que j'ai tout dit. Donc du coup, vous avez vu la complexité du fichier contrôle continu. Moi, je ne peux pas donner ça à mon administration, elle va me prendre pour un dingue. Vous avez le contrôle continu qui est sur le lien de l'onglet projet. Hein. Vous avez vu, il est là. Hein. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pardon, pas projet, défi. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore, hein, vous l'avez ici, hein, avec la date de la mise à jour. Alors, moi, je sais que j'ai à me donner des petits coups de bâton parce que je n'ai pas corrigé le jeu numéro 2. Et ça va le faire, hein, je vais le faire très vite. Hein. Et puis, nous avons tout un plan de correction qui suit son cours. Nous avons des rendez-vous sur Skype ou sur... Ah oui, alors je dis à mes correcteurs, on utilisera le lien. Les liens que j'ai faits sur les cours sont permanents, hein, que ce soit le premier, le deuxième ou le dernier. Vous pouvez vous cliquer dessus, on peut faire une réunion sur le même lien. D'accord? Je vais peut-être faire, histoire de différencier, pourquoi j'ai fait tous ces liens, pour que les vidéos restent. D'accord? S'il y a des gens qui ne peuvent pas télécharger ça par mon site web, au moins qu'ils puissent revoir la vidéo sur l'instant, tout de suite. Voilà. Donc, c'est un petit peu la seule chose. Je vais faire disparaître ces vidéos, puisqu'elles sont maintenant stockées sur un espace disque, donc je n'ai pas besoin de polluer le e-campus avec énormément de données, hein, parce que vous savez que les données, ça pollue. Hein. Donc, je vais les faire disparaître, et il va y avoir sûrement qu'un seul lien, in fine. Hein. Vous pouvez l'utiliser pour vous aussi, et puis pour mes réunions avec mes correcteurs. Donc, je vous propose pour tous mes correcteurs qu'on ne soit pas ni sur Skype, ni sur Zoom, ni sur WhatsApp. WhatsApp ne permet pas le partage d'écran, mais qu'on se voit directement sur les liens qui restent. Et je créerai peut-être un lien qui s'appellera correction défi. Bon, franchement, pour être honnête avec vous, ça serait bien qu'on soit que les correcteurs et moi, mais vous pouvez y participer aussi, écouter ce qui se dit, hein, c'est pas interdit. Donc nous avons, pour reprendre ce que je dis sur le fichier de notes, régulièrement des réunions avec les correcteurs pour voir le barème, on en parle, en général on s'accorde très 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 bien, et puis les correcteurs suivent leur travail de correction. Pour l'instant ça se passe très 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 bien, et vous avez un fichier de notes qui va être mis à jour. Moi je surveille tout ça régulièrement avec les notes des défis. D'accord? Donc vous allez avoir votre fichier
de contrôle continu qui sera nickel chrome sur le site défi, sur l'onglet défi. Et puis, vous aurez une note projet, une note contrôle continu que je reporterai sur un fichier plus simple et qui aura 3 colonnes, contrôle continu, hein, vous savez ce que c'est, puisque vous retrouverez exactement votre note, projet et examen. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, quid des points en plus? Bah oui, parce qu'il y en a déjà qui vont dépasser 20 sur 20, vous l'avez vu. C'était évident. Et puis, il y en a qui sont encore sur les 13-14 et qui ne se rendent pas compte qu'ils vont dépasser 20 sur 20 aussi. Donc, ces points-là, on les reporte sur le projet. Et vous allez me dire, mais si on a déjà 20 sur 20 en projet, eh ben, les points qu'on a reportés en projet, qui sont supplémentaires et qui sont cumulés avec les points contrôle continu, sautent dans l'évaluation de l'examen sur table. Et ça, c'est un contrat entre vous et moi. Vous n'avez pas besoin de l'ébruiter. Vous êtes d'accord? C'est notre petit secret à nous. C'est-à-dire que tout étudiant qui travaille va avoir le fruit de son travail. Et alors après, vous allez me dire, mais si j'ai 27 sur 20, ça a dû arriver une fois qu'une personne est 23 sur 20, une fois que j'ai tout cumulé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Que je dise à l'administration que vous avez 23 sur 20? Elle va me prendre pour un dingue. Vous avez 20 sur 20. D'accord? Ça marche. On a tout dit? Vous avez des questions? Ok. Donc tout ça c'est enregistré. Si vous l'aurez écouté à tête reposée. Mais je ne veux pas consigner tout ça pour des raisons évidentes de souplesse et de discrétion. Merci pour les gens qui me disent que c'est clair, c'est sympa. Et dites donc si on bossait. Ok. Non mais c'était important à dire. Voilà. Et n'oubliez pas qu'à la fin du cours, restez concentrés. Alors, je ne vous demande pas de le faire aujourd'hui, hein, mais de le faire dans les 2 jours ou dans les 3 jours pour que je voie un petit peu l'évaluation de l'enseignement, comment ça s'est passé et que vous puissiez avoir tout de suite pour vous les statistiques. C'est-à-dire vous cliquez sur les résultats et vous avez ce que pensait le reste de la classe pour voir un petit peu comment cet enseignement a été perçu par l'ensemble. C'est anonyme. Je ne peux pas retourner ni à votre adresse IP, ni à votre identité. C'est totalement anonyme. C'est pour ça que je vous demande de cliquer qu'une seule fois, parce que je ne pourrai jamais savoir qui a fait 2 fois la même évaluation. D'accord? Donc, il doit y avoir que 23 réponses. Et si vous avez fait une bourre, vous me dites à quelle heure, comme ça, moi, j'enlève du fichier résultat à l'heure précise la bourre, et puis vous recommencez. Mais évitons ça, hein, parce que c'est pas très fiable, ça. Mais bon, c'est la première fois que je fais une évaluation en ligne, donc je ne sais pas si ça va bien marcher. On espère qu'il ne va pas y avoir de problème technique. Quand je dis bien marcher, c'est problème technique. Bien. Et surtout, soyez honnête, hein, dites ce que vous pensez dans cette évaluation. Ne cherchez pas à être ni dans un sens ni dans un autre. C'est-à-dire, ne cherchez pas à faire plaisir aux profs et ne cherchez pas à être dans l'opposition de ce que vous pensez. Vous faites vraiment tel que vous le pensez. Bien. Donc, on va reprendre notre fil conducteur. Je vais partager l'écran. Voilà, et je vais... Dans mon oreillette, on me dit quelque chose. Alors, je vais vous l'écrire sur le chat, ça sera mieux. Hein. C'est la régie qui me dit ça. Hein. C'est bizarre, ça. Je n'avais pas pensé à ça. Oh, les gros joueurs. Les gros joueurs, ils ne savent pas à quoi ils s'attendent. Donc, ce jeu, je vous le... Je vous l'envoie ou pas? En même temps. Ok. Je vais l'envoyer. Donc, attendez. Comment je vais faire? Petit problème technique. Donc, là, je vais faire ça. Je vais arrêter le partage 1 minute. Et je vais vous envoyer le jeu. Parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Donc, on va jouer. Hein. Je vous envoie le jeu dans 1 seconde. Simplement, le temps que j'écrive le message à écrire. J'avais oublié, vous voyez, pour le groupe. D'accord. Je
Alors, il va s'appeler jeu numéro 6, mais en fait, c'est notre 5e jeu, parce que j'ai mis le jeu numéro 6 avant le jeu numéro 5. Ah, bon, ça arrive. Hein. Donc là, je vous joins le jeu numéro 6, comme ça, vous allez pouvoir, eh bien, y participer. Donc, je vous l'envoie. Voilà, il est envoyé, il est reçu, et je l'affiche. Ping, c'est parti. Plein écran. Alors, bien sûr, si je l'affiche, il faut que je l'affiche avec le partage d'écran. Donc, hop. Ouf. Heureusement que je suis vif, hein, parce que... Donc, voici mon jeu. Hein. Donc, vous avez ici un problème de dosage de protéines. Donc, jeu numéro 6 s'appelle dosage d'une protéine dans le sang. Le dosage d'une protéine P dans le sang a été effectué sur un échantillon de 220 personnes atteintes d'un certain syndrome S par un laboratoire lyonnais de référence à l'aide d'une méthode classique donnant une moyenne de 24,50 microgrammes par litre et un écart type de 4,75 microgrammes par litre. Première question, s'agit-il de paramètres exacts ou d'estimations ponctuelles? Nous cherchons à évaluer 3 nouvelles méthodes moins coûteuses, mises au point par un laboratoire de Paris-Saclay. Tiens, pour doser cette protéine dans le sang. 3 méthodes qui s'appellent méthode A, méthode B et méthode C. On vous demande quelle est la variable d'étude et de commenter les résultats qui sont présentés dans la figure ci-dessous. Alors la figure ci-dessous, la voici, vous voyez, donc là, exactement. Donc là, essayez de faire une réponse qui cadre dans pas trop de place, d'accord? Donc méthode A, méthode B, méthode C, ok? Vous regardez bien ces diagrammes, vous regardez bien ce qui vous s'inspire, et puis on vous demande donc, alors on vous dit qu'ils sont obtenus à partir des mêmes échantillons de sang prélevés sur les mêmes personnes, 220 personnes atteintes d'un certain syndrome S. Donc vous le voyez là, 220 atteintes d'un certain syndrome S, on en parle ici, ok? Alors, ces personnes ne se déplacent pas, hein, c'est des échantillons sanguins qui se déplacent, d'accord? Donc, c'est des échantillons de sang, ok? Que serait-il pertinent, excusez-moi, que serait-il pertinent de faire en plus de ces schémas? Quelles relations pourrait-on étudier? Alors, on vous demande, s'agit-il de paramètres exacts pour les 3 lignes du haut ou d'estimations ponctuelles? On vous demande quelle est la variable d'étude à partir du paragraphe, nous cherchons à évaluer 3 nouvelles méthodes, etc. De commenter les résultats qui sont dans cette figure, dans le contexte qui est énoncé. Hein, vous avez vu, c'est les mêmes échantillons de sang. Et que serait-il pertinent de faire en plus de ces schémas? Enfin, quelles relations pourrait-on étudier? Évidemment, il n'y a aucun calcul à réaliser là-dedans. D'accord? Aucun calcul. Donc, je vous laisse 10 minutes, parce que c'est un peu plus long que les autres, vous l'avez vu, pour répondre à ces questions. Vous les avez qui sont transmises par email, donc vous les avez aussi dans votre messagerie. Je voudrais bien que vous travailliez effectivement par groupe de 3 si c'est possible, qu'on évite les isolats. S'il y a des gens isolés, bon, c'est pas trop dramatique, mais évitons-le. Donc, je vous laisse 10 bonnes minutes pour me répondre par mail. Devinez ce que je vais faire pendant les 10 minutes. Oui, vous avez réussi à deviner. Je vais prendre une tasse de café. Donc, je ne m'en cache pas. Je vais aller dans la partie cuisine chercher une tasse de café. Un bon gros café. Non, un petite tasse, petit joueur. Petite tasse, petit joueur. Et donc, l'idée, c'est que... Excellent. L'idée, c'est que dans le groupe de 3, vous puissiez faire en sorte que vous isoliez les informations pertinentes et vous évitiez les précipitations et les petites bêtises, d'accord? Donc c'est ça l'intérêt de travailler en groupe, c'est très émulant, ça facilite
des réponses collégiales. Il peut y en avoir une personne ou deux, ou même les trois qui ont eu de bonnes idées. Et vous essayez de répondre de la façon la plus concise. Et là, je vous fais confiance, hein, vous répondez bien de façon concise hein, au jeu. Vous avez bien une idée de ce que ça représente. Évidemment, ce jeu étant un peu plus compliqué, rapportera un peu plus que le point usuel. Je vous dirai combien par email ou par WhatsApp, puisque vous semblez lire mes messages WhatsApp. C'est des fois plus simple d'aller sur WhatsApp et que de faire un email traduit, etc., avec son ordinateur. Des fois, ça me gave comme vous. Donc, je vous dirai le nombre de points que vous aurez gagné. Donc là, je vous laisse 10 minutes à partir de maintenant. Il est 15h03, 15h03 et 30 secondes. Et donc, vous avez jusqu'à 15h30 et 13, excusez-moi, et 30 secondes pour m'envoyer ça par email. Essayez d'être concis, d'être rapide. Et bon jeu et bonne chance. Je vous réaffiche tout de suite le texte du jeu pour que vous ayez devant les yeux ce qui nous anime.
Bien, alors on devrait être prêt à... Je devrais avoir reçu quelques réponses, je n'ai pas vérifié. Hein. Ah, si, j'ai des réponses. Ah non, c'est moi qui me suis envoyé des mails. Non, 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 j'ai pas de réponse encore. On n'a pas fini. Bon, alors j'accorde 2 minutes et demie de plus. C'est-à-dire qu'il est 15h11, on arrêtera à 15h15. Voilà. J'avais dit 15h13, ça va faire 15h15, bien frappé. Essayez d'aller vite, hein. C'est pas, je ne vous demande pas de rédiger comme des écrivains, d'accord? Un style télégraphique bien employé vaut mieux que des phrases longues qui ne sont que de faible sens. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un correcteur au Monde qui m'avait appris quand j'étais jeune. J'étais dans une situation de détresse au niveau rédaction. Je faisais des phrases trop longues et il m'avait dit, mais une phrase classique, c'est 13 mots. Grâce à lui, effectivement, j'ai changé ma vie, j'ai changé ma façon d'appréhender l'écriture. J'étais en thèse à l'époque. Et surtout, j'ai redécouvert l'anglais et les phrases synthétiques dans les articles scientifiques anglais qui m'ont vraiment ouvert de nouvelles perspectives. Donc, n'oubliez pas que nos amis anglo-saxons font des phrases courtes, qu'ils emploient très souvent le point pour séparer les concepts et que c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus agréable à lire que de très longues phrases, ce qui n'empêche qu'on peut aimer Stendhal, on peut aimer Balzac, on peut aimer Bulgakov, ça c'est autre chose, c'est de la littérature, on y va pour le style, hein, d'accord? Mais regardez un petit peu comment certains auteurs écrivent, c'est quelquefois très court et ça permet d'avoir des, on va dire, une lecture beaucoup plus souple. Fin de la parenthèse. Il faut vraiment vous réconcilier avec l'écrit. Hein. L'écrit, ça fait partie de votre métier. Donc, encore 2 petites minutes. Considérez que quand on vous donne 2 minutes de plus, il faut au moins 30 secondes pour 30 secondes pour envoyer le message. Allez, en gros, une petite minute là. On a pas mal de choses à voir, donc il faudrait qu'on arrive à être dans les temps. Bien, allez, c'est terminé, vous m'envoyez les réponses, là on va corriger. Alors, effectivement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 réponses, c'est pas mal. Tout le monde va envoyer les réponses? On peut clore le jeu là? C'est OK? Très bien. Bon, bah, on va vous voir. Donc, Yanis s'est envoyé. Bon, bah, parfait, on y va. Alors, en fait, ça c'était la ruse de coyote du prof pour pouvoir arriver à obtenir les choses. Donc, je ne vais pas la corriger parce que je la corrigerai en ligne. Vous aurez une vidéo qui reprendra les éléments essentiels de
chose parce que je vais en avoir pour plus de 5 minutes à vous expliquer les choses, étant donné qu'il y avait pas mal de réponses à apporter. Donc, vous aurez une correction faite à l'aide d'une vidéo qui sera cliquable. Je vous donnerai le lien vers cette correction, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser tomber et je vais vous donner la correction. Je suis sûr que cette correction ne sert à rien parce que je suis sûr que vous avez tous répondu, c'est ça le but du jeu. Voilà. Donc, chouette, un jeu de plus, pas mal. Alors, on va continuer notre enquête sur le... C'était ça que j'avais fait. Non, j'avais prévu un truc comme ça, hein, d'accord. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser tout spécifiquement à la régression linéaire. Alors je l'appelle simple, je vous expliquerai pourquoi, hein, parce qu'elle n'impliquera qu'une variable explicative. Et c'est déjà pas mal de voir le principe sur une régression linéaire simple. Alors, ça rentre tout de suite, que je vous le dise, hein, ça rentre dans le modèle linéaire généralisé. Modèle linéaire généralisé. Alors, je l'écris là, modèle linéaire généralisé. Le modèle linéaire généralisé, il va intégrer notamment la régression linéaire, simple ou multiple, la régression logistique et l'ANOVA. Tiens, l'ANOVA fait partie du modèle linéaire généralisé. Alors, vous savez que les Anglais, ils disent plutôt General Linear Model, donc GLM, vous allez le voir très souvent dans vos études ou dans RER, où des profs ne vont pas vous expliquer ce que c'est que le GLM, mais vous savez que c'est l'inverse c'est la même chose, mais mis dans l'ordre anglo-saxon, General Linear Model. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que ça fait partie des fondements de l'analyse multivariée et à savoir même la modélisation. La modélisation qui va donc essayer d'interpréter d'une façon assez fine la relation qui existe entre deux informations, une variable dépendante et une variable indépendante. Mais replaçons-nous dans le contexte, au fait. Le contexte, c'est celui-ci, vous le connaissez, hein, vous l'avez, je vous l'ai déjà transmis. On est ici, là, vous voyez, il y a un fichier 4. Alors, vous vous souvenez qu'on a étudié avec le défi 5 que je corrigerai aussi sûrement à l'aide d'une vidéo, hein, d'accord. Donc, on a utilisé un fichier 3. Hein. Donc, le nombre de fichiers qui sont... c'est un fichier 4 même, je crois. Je dis fichier 3, c'est fichier 4, on avait fait. Donc, on a déjà pas mal de fichiers utilisés. Je mets mon petit code couleur pour dire que là, on va utiliser un quatrième fichier, F4, hein, d'accord, dans cette zone ici, d'accord. Cette zone qui est toujours associée à la rivière, vous avez vu que la rivière nous sert de fil conducteur en quelque sorte. Hein. Nous sommes maintenant des environnementalistes convaincus et ça ne nous a pas empêché de faire des tests sur les poissons, de faire des tests sur la génétique des poissons, je vous expliquerai comment tout à l'heure. Notamment, on surveillera peut-être le sexe ratio, hein, pour savoir s'il y a une influence des polluants sur le sexe des poissons. Vous doutez bien que si je vous dis ça, c'est que sur la Seine River, comme disent les Anglais, dans le fleuve la Seine, donc bien de chez nous, on a un petit problème de sexe ratio avec les antibiotiques. Hein. J'allais dire les antibiotiques. Je vais pas le dire, hein, les antidépresseurs. C'est-à-dire que, effectivement, les stations d'épuration rejettent tout ce que les humains consomment. Hein. Je ne vous fais pas de dessin, vous imaginez comment ça marche. Hein. Et tout ceci se retrouve forcément non filtré parce que certaines stations d'épuration sont incapables de filtrer les résidus de médicaments et ça arrive dans les fleuves. Et donc vous avez effectivement, hein, pour reprendre la thématique des poissons, un problème de représentativité des sexes, c'est-à-dire qu'on a un excès de sexe femelle, si ma mémoire est bonne. Hein, je ne suis pas sûr que je ne dise pas de bêtises, là, vous vérifierez. Dû à l'emploi de certains médicaments, et si ma mémoire est bonne, il s'agit d'antidépresseurs. Donc, faut pas rire avec ça, nous avons une influence sur la nature, et puis là, ce qui va nous intéresser, c'est la proximité donc de cette activité industrielle là que j'entoure avec ma souris, là, qui n'est pas clairement définie, hein, mais
qui, on le suppute, amène quelques traces de métaux lourds dans notre rivière. Et pour en avoir le cœur net, eh ben, on a fait des prélèvements. Alors, vous savez comment sont faits les prélèvements, hein, je vous vois cela avec Marie et puis Franck, hein, qui ont été travailler sur les nitrates. Et là, on travaille sur les métaux lourds. D'accord? Alors, sur les métaux lourds, mais avec un autre objectif, un objectif quantitatif bien implanté. C'est-à-dire qu'on voudrait voir l'influence de l'emplacement du spot où on fait le prélèvement sur les traces de métaux lourds, mais cette fois-ci en termes de distance. C'est-à-dire, on ne travaille plus sur la nature du spot, mais en termes de distance. Donc, on va utiliser le fichier que je vais vous faire découvrir dans l'ENT et qui est présent dans l'onglet Espace L2S4 et que vous pouvez télécharger à l'endroit où il y a le dernier fichier de la séance suite, fichier de données, analyse O. C'est un fichier CSV. Donc, quand vous cliquez dessus, vous pouvez cliquer bouton de souris de droite, enregistrer le lien sous, et il va vous demander d'enregistrer donc à un bon endroit. Alors, moi, je l'ai enregistré donc dans séance suite, par exemple. Hein. Je vais enregistrer donc analyse O2.csv. Alors, je vois qu'il est déjà présent, donc je ne vais pas faire, mais cliquez bien l'endroit où vous le voulez. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Ben, pour le savoir, il y a deux façons. Soit on l'ouvre directement dans Excel, et dans Excel, eh ben, on va avoir effectivement la découverte de ce contenu. Laissez-moi quelques secondes pour retrouver mon fichier Excel, avant qu'il soit là. Non. Donc, je vais chercher mon fichier. Et mon fichier, donc, qui contient les analyses, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, j'augmente un petit peu la taille de l'affichage. C'est deux colonnes. Une colonne A et une colonne B correspondant à une étiquette dist pour A et cons métal pour B. En fait, qu'on ne se le cache pas, on a relevé les concentrations de métal à une distance donnée d'un spot 0 qui correspondrait au spot d'émission de ces métaux lourds. Alors, il s'agit de mercure en l'occurrence, d'accord? Et la concentration de métal est exprimée en microgrammes par litre. Bien sûr, il y a des seuils européens. L'histoire ne nous dit pas si le seuil européen est dépassé ou pas. C'est une autre histoire, ça. Là, on essaye de voir s'il y a une relation entre la concentration de métal et entre la distance et la concentration de métal relevée sur le site. D'accord? Bien. Alors, revenons à nos pérégrinations. Donc, ici, en plusieurs endroits, mais cette fois-ci spécifié non plus par une étiquette de spot, mais par une distance à un lieu d'émission. On peut par exemple penser que le lieu d'émission est en amont de ce point-là, donc ici, et en aval, on va avoir donc des distances données avec bien sûr toujours l'histoire des coudes, des méandres, de la morphologie de la rivière, de l'environnement et des berges, etc., de tout ce qui pourrait filtrer les polluants. Eh bien, on va voir un peu si ces métaux lourds se diluent ou au contraire s'accumulent au fur et à mesure que l'on arrive donc dans le cours de la rivière vers le fleuve. Alors, la question reste posée. On peut avoir différents modèles, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une science exacte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout de suite regarder de quoi il en ressort avec notre fichier. Donc là, je vais fermer les fenêtres ouvertes dans R, parce que j'en avais quelques-unes. Donc là, je vais fermer mon R Commander. Là, je voyais que j'avais fait l'ouverture de R Commander. S'il veut bien. Hein. Sinon, je vais ouvrir ça. Excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct, ça. Voilà. Donc ça, pof. Je vais faire quitter. Fermer. Et il ne va pas vouloir parce qu'il attend que je le quitte sur R Commander. Donc ça, c'est les aléas du direct. On s'en fiche. On va ouvrir une autre fenêtre R. Voilà. Ça plante, c'est pas très grave.
on ne va pas s'affoler pour ça. Et je vais rouvrir R avec cette fois-ci tout ce qui va être associé à l'emploi de la fenêtre R Commander. Donc comme d'habitude, je vais utiliser l'interface R Commander, R sera en sous-main derrière, hein, OK, et je vais importer les données de mon fichier d'analyse des eaux. D'accord? Alors moi, il va falloir que je fasse attention parce que j'ai plusieurs fichiers ouverts en même temps, dont un bug sur R Commander. Vous voyez que les bugs, ça existe. Bien, alors ce que je vais faire donc l'import des données, comme d'habitude. Mais avant, pour que vous n'ayez pas un affichage trop mince, je vais augmenter la taille de la police. Bien, alors allons-y, c'est parti. Statistiques. Pardon, données, importer des données. Alors là, ce n'est pas un fichier Excel, un fichier CSV, vous savez, c'est un fichier de texte aménagé avec des séparateurs particuliers, ici le point-virgule. Donc là, je vais lui dire qu'il s'agit d'un fichier qui va s'appeler donc pollution de l'eau. Alors, je vais faire un petit jeu de mots, polo, hein, pol-o. Pollution de l'eau, c'est une pollution aux métaux lourds et plus spécifiquement au mercure, d'accord? Donc là, comme d'habitude, système de fichier local, ça veut dire que c'est dans votre disque. Ici, donc, on va utiliser les semi-colonnes point-virgule en français comme séparateur, et puis la virgule décimale. OK? Et je vais sélectionner donc le fichier analyse O2. C'est pas plus bête que ça. Je peux le visualiser ici, hein, comme d'habitude, et vous voyez que vous retrouvez bien votre fichier Excel. Alors n'oubliez pas que dans R, les virgules décimales deviennent des points décimaux, c'est tout à fait normal, d'accord? Donc la première chose qu'on va faire, c'est effectivement visualiser à l'aide d'un graphe la situation. Nous avons deux variables quantitatives continues, vous l'aviez repéré, donc il est tout à fait normal, encore une fois, de faire un nuage de points. Hein. Je ne vous refais pas de description sur le type de schéma qu'il faut prendre quand on est en statistique bivariée avec deux variables continues. Et là, dans ce cas-là, je vais mettre la distance en abscisse et la concentration de métal en ordonnée. Je n'ai pas de groupe particulier à considérer et j'y vais. Et j'applique et je fais OK. Et là, qu'est-ce que vous pourriez m'en dire de cela? Sans aller chercher midi à 14 h. Oui, j'écoute. Plus on est proche du point, du point central où on avait rejeté les métaux lourds, et plus il y en a. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce que c'est le point central? C'est le zéro, quoi. C'est le. Ouais, tout à fait, Lorna, tout à fait. Donc là, tu viens de te choper un demi-point, c'est une bonne remarque. Mais quelle est l'information la plus importante dans ce schéma? Alors je le raffiche. Hein, voilà, Pardon? C'est proportionnel? Il y a de l'idée, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Que même si ça part pas de zéro, Non, mais c'est dans la proportion. c'est une droite. Enfin, si on devait tracer une droite moyenne, ça ferait une droite avec les points. Plein de termes qui sont flous, hein, d'accord? Plein de termes qui sont flous avec une bonne idée. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui perçoit les choses et qui ne sait pas encore s'exprimer. C'est pas une moquerie, hein, c'est normal. Moi, en L2, j'étais une bille en stats. Hein, je connaissais même pas le tiers, du quart, du huitième de ce que vous connaissez. Donc, c'est pas une moquerie, hein, d'accord? Non, pas parce que... mal. Non, c'est juste une remarque, hein, voilà. Donc, merci, Lorna. Les autres peuvent intervenir avec le micro comme Lorna ou par message, hein, si vous préférez. Donc, on a davantage de valeur à une distance zéro qu'à une distance éloignée. Oui, bon, oui, pourquoi pas. Mais ce n'est pas ce qui nous anime en perception globale de la chose. C'est plus Lorna qui est sur la justesse des choses. On a une corrélation négative de la distance sur la concentration des métaux. Oui, et on peut même aller plus loin en se disant que, en fait, il y a... alors, le terme, la corrélation, Yanis, je te mets 0,25 hein, parce que ce n'est pas ce que je veux entendre, hein, d'accord? Il n'y a pas une grande disparité. Aussi, je te mets 0,25, Héloïse.
Ça, c'est des éléments pertinents, mais la première chose à voir, c'est qu'il y a sûrement une relation de dépendance, comme tu le disais, Lorna, linéaire, hein, entre la concentration de métal et la distance, à savoir que la concentration de métal semble dépendre de la distance à laquelle on fait le prélèvement, hein. Et donc, on va le voir effectivement, grâce à la suggestion de Lorna, on va essayer de faire une droite, comme elle l'explique. Alors, il ne faut pas que je me gourde de jeu de données, moi, parce que j'ai deux fichiers R qui sont associés. Donc là, je suis dans le jeu de données pôle O, et je vais modifier un peu mon graphe. Alors, ce qui est bien, c'est que R, il garde en mémoire ce que je lui ai demandé, et on va simplement aller dans Options, pour aller voir effectivement ce qu'on va faire dans Options. Dans Options, on va afficher certainement pas une courbe de lissage, mais une ligne des moindres carrés. On va essayer d'expliquer pourquoi c'est une ligne des moindres carrés. Allez hop, on y va. Ligne des moindres carrés, on applique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, une droite, comme tu disais, elle en a moyenne, mais moyenne dans le sens où elle récupère en quelque sorte la tendance globale qui existe, c'est-à-dire que toutes ces données semblent se rattraper sur un comportement moyen, effectivement. C'est pour ça qu'on appelle ça la régression vers la moyenne, hein. Donc, effectivement, on a ici sûrement une relation linéaire qu'on peut enfin dessiner parce qu'on ne va pas dire que la distance dépend de la concentration de métal et on ne va pas dire que plus la concentration de métal augmente, plus la distance diminue, ça n'a pas de sens. On va dire que plus la distance augmente, plus la concentration de métal diminue. Donc on a une tendance et donc une relation de cause à effet, une relation directe entre la variable fixée distance. Elle est fixée, on la prend, elle est comme ça, elle n'est pas aléatoire, hein. Mon tube à essai est là, je ne vais pas dire tiens, je vais considérer que cette distance de 300 mètres, elle va être de 325 mètres demain. Non, elle est toujours à 300 mètres, elle est fixée. D'accord ? Par contre, la concentration de métal, on ne peut pas la deviner à l'avance, il faut la mesurer. Et la preuve en est, c'est que vous voyez que pour chaque pour chaque distance, j'ai plusieurs valeurs, mais comme vous le faites remarquer les uns les autres, avec pas trop de disparité. Donc vous voyez tout ce qu'on peut dire, hein, sur ce schéma. Première information essentielle, il y a une relation de dépendance entre la concentration de métal et la distance, c'est-à-dire que la concentration de métal semble diminuer en fonction de la distance à laquelle on a enregistré le spot par rapport au point zéro, effectivement, qui correspond au spot d'émission, sûrement, ou au spot de rejet de l'usine dans la rivière, ou supposé de rejet de l'usine. Deuxième chose, eh bien, cette relation semble être linéaire avec assez peu de disparité, effectivement. Alors là, on est, vous voyez, à même de comprendre ce que c'est que la régression linéaire. Donc, on a effectivement commencé à regarder ce que nous avions dans notre fichier, hein, déjà un petit peu à l'allure, ce que nous avions comme type d'information. Là, il n'y a que 2 colonnes, hein. Ça ne va pas être une base de données super détaillée, hein, d'accord? Et on va essayer de raisonner avec ce que l'on a, d'accord? Donc, on a fait 2 graphes. Un graphe de nuage de points sans la droite des moindres carrés ou ligne des moindres carrés, ça dépend comment c'est traduit dans les logiciels. N'oubliez pas que ces logiciels sont traduits de l'anglais, hein, donc forcément il y a des choses qui sont parfois assez intrigantes d'un point de vue de traduction. Donc nous on dira plutôt droite des moindres carrés plutôt que ligne des moindres carrés. Mais les deux sont acceptables. Ligne ça fait un peu vieillot. Et puis effectivement il est temps maintenant de regarder ce qu'on fait. Alors, on va s'intéresser à modéliser cette relation. Pour ça, on va s'intéresser. Alors, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de passer en propre mes transparents. D'habitude, je le fais au tableau, à la main, hein, et là, j'ai pris une photo de tableau pour aller plus vite. Ok ? J'entends pop, pop, ça veut dire qu'il ne voit pas bien. Ça veut dire qu'il ne voit pas bien. Masqué, je le devine qu'il ne voit pas bien. Ah non, j'ai cru entendre pop-pop, mais non. Non, j'ai rêvé. Bien, alors, excusez-moi pour la faible qualité de cette projection, mais on va s'en sortir, hein. De toute façon, ce transparent vous sera donné, vous le savez. Alors, nous sommes dans un cas de régression linéaire simple où nous essayons d'établir le modèle
qui rend compte de la dépendance de la concentration de métal à la distance à laquelle on a mesuré cette concentration, c'est-à-dire on a prélevé les tubes, c'est-à-dire la distance à la source de pollution supposée. D'accord? Donc on va avoir une variable dépendante qui sera la concentration de métal, par exemple en microgrammes par litre, ce que ne nous raconte pas l'histoire, mais on devine que c'est des microgrammes par litre, parce que, ou on le sait par ailleurs. Hein. Donc c'est une quantitative continue, hein, ça vous l'avez compris, et c'est la seule variable aléatoire. C'est-à-dire la seule qui nécessite une mesure pour connaître sa valeur. Et cette variable dépend de beaucoup de paramètres. Voilà pourquoi elle ne sera jamais égale d'un prélèvement à l'autre. D'accord? Même sur le même spot. Par exemple, elle peut dépendre de facteurs de microdilution, elle peut dépendre tout simplement de facteurs thermodynamiques fins, comme par exemple des effets de température ou de pH locaux. Elle peut dépendre aussi du facteur état de viscosité, elle peut dépendre de la turbidité, de pas mal de choses, d'accord? Et puis par contre, on a une variable indépendante qui est la variable fixée, qui est la distance. Je vous ai expliqué pourquoi. Distance en kilomètres. Hein, on voit qu'on a des virgules, 0,0 quelque chose. Donc, on va prendre des noms de variables, dist et cons métal, hein, c'est ce qui est mis dans le fichier, dist et cons métal, et puis on va dire que on va établir un modèle entre la distance et la concentration de métal. L'idée, c'est d'arriver à une équation. Hein. Alors, je vais parler de cette équation un tout petit peu plus tard, d'accord? Et donc, vous avez vu que nos données sont dans un vulgaire fichier texte. On a vu ce que c'était qu'un fichier CSV, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir un support pour l'information pour pouvoir l'exploiter. Mais l'histoire ne dit pas comment ont été relevées ces différentes valeurs et sur quelle confiance on peut avoir aussi sur le relevé des distances. Est-ce qu'on est vraiment à 50 mètres là, de la source, 0,050 il faut vraiment être précis. Là, on est à une précision de 50 mètres, visiblement, puisqu'on est on passe ici tous les 50 mètres jusqu'à là, on passe de 200 à 350. Donc là, on a moins de choses entre 200 et 350 qu'on en avait par contre entre 50 et 200. D'accord? Et voilà. Et puis hop, on passe à 0,5, puis à 650 mètres, et peut-être que c'est peut-être pas assez homogène si on regarde bien les choses, c'est-à-dire qu'il y a des spots qui sont mieux fournis que d'autres. Mais l'idée est là, vous voyez, l'idée est là, c'est qu'on est en bon chemin pour faire une régression linéaire. Alors, on est parti, si vous voulez, pour expliquer d'un point de vue théorique cette régression. C'est-à-dire que vous avez compris, on a notre préoccupation dans la zone d'étude qui nous a fait nous intéresser à cet aspect donc des métaux lourds dans la zone qui nous intéresse. Ensuite, on a regardé les données qu'on avait à notre disposition, données qui sont le reflet d'une expérience, hein, d'une expérience sur terrain qui a été menée, on va dire, j'espère, par un seul expérimentateur, sinon on est dans un biais expérimentateur. Et puis, on voit tout de suite le phénomène, on n'attend pas, vous avez vu, on a fait tout de suite la courbe pour voir un petit peu ce à quoi on s'attend. Et il est grand temps maintenant de formaliser la situation. C'est ce que nous avons fait ici. Nous avons formalisé la situation. Alors maintenant, on va essayer de comprendre la théorie sous-jacente. Là encore, j'ai fait un petit schéma qui n'est pas sous... Je crois que, très sincèrement, j'ai jamais vu ce schéma dans la littérature. Et c'est ça qui est dommage, c'est que les étudiants voient le schéma de gauche et ils ne voient pas le schéma de droite parce que personne ne pense à leur montrer. Sûrement que les mathématiciens, les statisticiens pensent que c'est évident. Hein, bon, voilà, parce que les phrases leur parlent. Mais je crois que les étudiants ont besoin de voir par leurs yeux ce qui se passe. Nous avons une relation, un modèle qui doit être généralisé à l'espace, en quelque sorte, de la rivière complète, ou du moins du spot de la rivière complète, c'est-à-dire une relation qui doit illustrer une généralité de liaison entre, on va dire, Y qui sera la concentration en métal, hein, je reprends les termes X et Y pour être plus simple, hein, et X, la distance, dans la population. Vous savez qu'une régression linéaire correspond à une équation linéaire, hein, où on va avoir ici une
ordonnée à l'origine, bêta 0, qu'on retrouve dans l'équation, y est égal à bêta 0 plus bêta 1 fois grand X. D'accord? Donc y grand X. La droite modélisée qui correspond à cette équation. Donc la droite modélisée, c'est y bêta 0. Et si on s'intéresse à savoir qu'est-ce que bêta 1, c'est la pente, d'accord? La fameuse pente, ou la tangente, comme vous voulez, et qu'on retrouve facilement avec moins bêta 0 sur bêta 1, c'est-à-dire la valeur de x pour laquelle y est égal à 0. D'accord? Et donc, vous avez, en connaissant bêta 0, eh bien forcément, vous allez retrouver bêta 1 grâce à ces deux points. Donc, on va pouvoir retrouver les valeurs à la main, mais bien sûr, des logiciels vont nous donner ça. C'est juste pour vous dire que géométriquement parlant, ces valeurs se retrouvent très aisément sur notre graphe. Alors, qu'avons-nous dans la population? Nous avons une myriade de points, une infinité, je n'en ai dessiné que quelques-uns, donc qui seront reliés d'une façon unique par une droite de régression qui rend compte de la meilleure adéquation entre les points et ces droites. C'est-à-dire, on va utiliser le modèle des moindres carrés ordinaires qui vont nous trouver donc la droite qui va le mieux s'ajuster à ces points en essayant de minimiser les distances. Hein, et les distances, vous savez, que nous font intervenir des différences au carré. Hein. Donc, on va chercher à minimiser ces distances par rapport à la droite pour trouver, entre tous les points et la droite, pour trouver la droite optimale. Donc, vous imaginez qu'il n'y aura qu'une seule droite qui correspondra au minimum de distance globale entre les points et la droite. Ça, c'est dans la population, une droite générale qui s'appellera donc bêta 0 plus bêta 1 fois x. Et comme les points ne sont pas sur la droite, mais ont à chaque fois une erreur associée à cette droite, on va ajouter dans l'équation l'erreur, d'accord? Et dire que pour tous les points de coordonnées xi, yi, nous avons la relation petit yi, ah oui, on passe du grand y au petit, hein, est égal à bêta 0 plus bêta 1 petit xi, c'est les mêmes bêta 0 et bêta 1 dans l'équation générale, hein, plus epsilon i. Tout est en lettres grecques, ça concerne la population. Ça, c'est le modèle explicatif. Et ça, c'est toutes les relations qui existent entre les coordonnées xi et yi avec l'erreur qui intervient dans et qui s'invite dans le modèle. C'est normal. Les points ne sont pas sur la droite, ils sont le moins éloignés possible de cette droite. Mais il y a quand même des résidus, on appelle ça des résidus, qui persistent. Et puis bien sûr, nous, on n'a pas la situation de la population. Vous imaginez, c'est des milliards, des millions de points, on ne les a pas. Alors est-ce que finalement, ce qu'on obtient est un modèle réaliste? Eh bien, on va le voir avec d'autres yeux. On a obtenu un modèle, on va le voir hein, grâce au logiciel, qui va rendre compte d'un certain nombre de points. On va avoir un nuage de points, donc, de points qui correspondent à des coordonnées petit x, petit y, mais cette fois-ci dans un échantillon de taille limitée, petit n. Donc, on ne pourra pas reprendre les mêmes coefficients que dans la population. Et on va avoir des coefficients expérimentaux. Eh bien, on va écrire que y est relié à x par l'équation petit b0, lettre latine, plus b1, lettre latine, fois grand X. Et ça sera notre matière expérimentale d'avoir le moyen de retrouver les coefficients b0 et b1 en sachant que ce sont des estimations ponctuelles, donc des vrais coefficients bêta 0 et bêta 1 dans la population que nous n'obtiendrons jamais. Voilà pourquoi nous n'avons que des estimations ponctuelles, des vrais coefficients qui resteront inconnus, car il est impossible d'exploiter des milliards de points, et quand bien même il serait impossible de collecter les informations de ces milliards de points. Donc c'est à partir des données d'un échantillon qu'on va arriver, alors vous savez, il y a les fameux intervalles de confiance qui nous permettront d'avoir une idée de bêta 0 et bêta 1 à partir de B0 et B1, qu'on va avoir un modèle expérimental qui va expliquer les choses et qui va nous donner une équation expérimentale dans l'échantillon qui va rendre le mieux compte possible de ce qui pourrait se passer dans la population. Autrement dit, vous avez compris que les pentes
en vert et en rouge ne sont pas les mêmes tout à fait. Elles sont très proches et que les ordonnées à l'origine, B0 et bêta 0, ne sont pas les mêmes tout à fait. Elles sont très proches si l'expérience est bien conduite. C'est déjà pas mal, d'accord? Donc, il va y avoir tout un tas de procédures dans la régression linéaire. C'est de savoir déjà si cette droite tient la route, si les erreurs sont cohérentes, c'est-à-dire s'il n'y a pas, vous voyez, un entonnoir où les points s'enfuient vers l'infini, hein, ou au contraire l'inverse, c'est-à-dire un corridor qui part d'une grande largeur et qui s'avance en étant très étroit. À ce moment-là, vous avez compris qu'il n'y a plus homocédasticité, c'est-à-dire que la variance n'est pas homogène dans l'espace des x, c'est-à-dire que les y vont avoir des variances différentes avec la fonction x. Or, ce qu'on veut, c'est tout d'abord que les y aient une variance à peu près homogène dans l'espace des x. On va voir ça grâce à la dia suivante. D'accord? Donc, il va y avoir toute une procédure qui va nous faire tester les valeurs de bêta 0 qu'on a, pardon, de B0 et de B1 qu'on a pour savoir si elles tiennent la route ou si B0, mais surtout B1, qui est l'explication hein, de la pente. S'il n'y avait pas de pente, ben, on aurait effectivement quelque chose d'horizontal. Hein. Eh bien, B1 est-il donc de pente 0, c'est raplapla, n'explique rien dans un nuage de points disperse, ou au contraire, B1 est-il significativement différent de 0, c'est-à-dire qu'il y a la matière à expliquer par une pente une modélisation qui relie Y et X de façon positive ou négative. Hein. Le B0 et B1 ont des signes, hein, l'un comme l'autre d'ailleurs. Donc, vous voyez, on se retrouve à se demander d'abord, hein, si on avait suffisamment d'expérience ici, on construit normalement une vraie régression avec une répétition des mesures au même point X, d'accord, pour voir s'il y a matière à avoir suffisamment d'éléments concernant la variance de ces points. Et l'homocédasticité, c'est considérer que la variance des réponses Y est pratiquement constante lorsqu'on se balade dans l'espace des X. Je ne sais pas si je suis assez clair, c'est-à-dire qu'il faut que la variance de ces points-là dans la population, mesurée à partir de la variance de ces quelques points qu'on a, soit homogène, c'est-à-dire que celle-ci, cette variance, soit proche de celle-ci, soit proche de celle-là, soit proche de celle-là, soit proche de celle-là, et non pas qu'on ait un démarrage en couille, soit vers les X forts, c'est-à-dire que les points s'élargissent, se dispersent vers les X forts, ou au contraire qu'ils s'élargissent vers les X faibles, c'est-à-dire qu'on n'ait pas ce nuage de points elliptique classique, mais au contraire d'espèces d'entonnoir qui ne nous permettrait pas de réaliser notre régression. Et c'est ça tout le problème. C'est que la régression ne marche que si nous avons homocédasticité. Alors, quand je dis ne marche, la régression linéaire est une méthode qui est assez souple. Elle va pouvoir souffrir de quelques écarts à cette tendance. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité hein, d'homocédasticité qui est un gage de garantie que ça soit bien passé. Mais il y a une autre chose qui est importante, c'est que les distributions soient normales dans chacune des catégories de X. C'est-à-dire pas normales sur l'ensemble des Y qu'on mesure, ça n'aurait pas de sens, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet, ce serait dû au hasard, mais normales dans chacune des catégories de X. Et vous le savez, vous n'avez pas toujours la possibilité d'avoir plusieurs points mesurés pour le même X, mais quelquefois un seul point, ce qui est bien dommage. Là, vous voyez que nous avons eu la possibilité de collecter plusieurs valeurs de Y, plusieurs mesures pour chacune des X. Donc, on est dans la bonne case des bons élèves, ceux qui ont compris qu'il faut répéter l'expérience plusieurs fois pour pouvoir avoir une statistique fiable. Et vous voyez que là, ça ne part pas en couille, on n'est pas dans un entonnoir, on n'est pas non plus dans un couloir restrictif, c'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité de dire qu'il y a homocédasticité du premier coup d'œil. Mais, allez tester l'homocédasticité dans toutes les catégories de X. Ça, c'est pas évident, hein, ça, c'est un autre problème. Eh bien, il faut savoir, et c'est ça qui est merveilleux dans ces hypothèses, que lorsqu'on pose l'hypothèse de validité de la méthode, c'est-à-dire qu'il y a, comme j'ai mis ici, normalité donc des distributions dans la population de référence, c'est toujours dans la population, hein, et on le teste avec l'échantillon. Est-ce que l'échantillon est compatible avec une population normale?
Eh bien, on peut le vérifier avec les erreurs. C'est-à-dire que si les erreurs sont réparties de façon normale, alors c'est que Y est réparti de façon normale dans les différentes catégories de X. C'est une propriété importante, c'est que sigma de Y est égal à sigma des erreurs, ou plutôt sigma des erreurs est égal à sigma des Y. C'est ça l'homoscédasticité. Enfin, je vais l'élever au carré pour parler de variance, hein, d'accord? Donc, on peut avoir une preuve visuelle de ça en regardant un petit peu comment sont réparties les erreurs. Alors, je vais revenir sur les erreurs. Hein. Les erreurs, elles sont là, vous voyez? C'est-à-dire que c'est la différence entre la valeur de y mesurée et la valeur de y attendue dans la droite des moindres carrés. Effectivement, elles sont signées ces erreurs, vous voyez, puisque c'est yi moins y chapeau i. Et donc, y chapeau i étant la valeur attendue sur la droite de régression, la droite théorique. Okay, donc, je répète que vous avez un modèle dans la population, un modèle dans l'échantillon, on change juste les lettres des coefficients, et puis vous avez effectivement l'erreur qu'il faut mentionner dans votre modèle. D'accord? Alors, dans le modèle échantillon, c'est très facile, on prend pour tous les points d'indice i, ok? Par exemple, ici, nous avons le point d'indice 1, ici le point d'indice 2, le point d'indice 3, etc. Si nous avions plusieurs valeurs, ben, le point d'indice 2 serait à la même valeur de x, hein, ça veut dire c'est les i individus, d'accord? Nous avons la relation y est égale à b0 plus b1 xi plus erreur. D'accord? Donc ça, c'est très important de considérer que la santé des erreurs, est-ce qu'elles sont normales? Est-ce qu'elles sont distribuées normalement? Est-ce qu'elles sont homocédastiques? Ça va se voir aussi grâce à une courbe qu'on va pouvoir mesurer. Mais on peut aussi faire des tests, notamment le test de Shapiro-Wilk sur les erreurs, pour savoir, vous le savez, si elles sont distribuées normalement ou pas. Donc ça, c'est un truc marrant. C'est que dans la méthode de moindre carré ordinaire, hein, on va essayer de retrouver, c'est le logiciel qui le fait, hein, mais je vous dirais que, je pourrais vous le démontrer, mais c'est plus un jeu que d'un intérêt particulier. Ça vous fait manipuler des différences, des équations où vous allez avoir effectivement des dérivés d'ordre 1 et des dérivés d'ordre 2. Hein. Vous savez que le maximum de vraisemblance est basé sur le fait, dans les moindres carrés, le minimum de la distance, sur le fait que la dérivée première s'annule. D'accord? Donc, c'est mathématiquement amusant de le faire. Mais disons que ce soit fait, on va dire, par la démonstration mathématique, soit par le maximum de vraisemblance, soit par la méthode des moindres carrés ordinaires. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes méthodes, mais elles arrivent exactement au même résultat dans des distributions où les erreurs sont distribuées normalement. Eh bien, vous allez avoir la droite de régression la plus adaptée qui va vous être donnée de toute façon par le logiciel, c'est-à-dire qu'il va trouver les coefficients B0 et B1 qui vont s'adapter au mieux à votre nuage de points. Alors après, vous allez faire l'analyse des résidus pour savoir si tout va bien. Puisque vous ne pouvez pas avoir une façon simple de tester l'homocédasticité et la normalité des données en passant par Y. C'est a posteriori. Donc c'est marrant. Vous allez tout de suite regarder le résidu avant de regarder si vous pouvez analyser la droite. Parce que ce que vous allez faire ensuite, si ça s'est bien passé, c'est-à-dire que vous allez voir une répartition des erreurs centrée sur 0. 0, ça veut dire qu'il n'y a pratiquement aucune erreur en moyenne, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a autant d'erreurs qui sont positives que d'erreurs qui sont négatives dans la ségrégation des erreurs. Et puis, il y a cette distribution, vous voyez, en histogramme normal, qu'on peut voir aussi à l'aide d'un graphe que je vais vous faire voir, le QQ-plot, qui vont nous permettre de savoir si ça s'est plus ou moins bien passé. Et ensuite seulement, on va regarder si les coefficients de la droite qui sont trouvés, à savoir B1 et B0, sont significativement différents de 0. C'est un test de Student qui le fait, mais ça c'est le détail. Hein. Le logiciel nous le donne, la p-value, et nous dit tu as une p-value qui est très inférieure à 5%, donc tu as toutes les chances de dire que B1 est significativement différent de 0. Tu rejettes l'hypothèse nulle de B1 égale 0. Même chose pour B0. On fait un autre test T. D'accord? Donc, c'est des tests de Student sur les coefficients, à la fois B1 et B0, qui vont donner, en fait, la solution de savoir si, 1, par l'analyse des résidus,
ma régression s'est bien passée. 2, par l'analyse des coefficients obtenus, s'ils tiennent la route et qu'ils sont vraiment significatifs et que je peux considérer qu'ils existent. Et ensuite, en 4, je vais regarder la part de la variance expliquée par le modèle, c'est-à-dire est-ce que tous mes points vont avoir une disparité que j'observe qui est due à la modélisation, où il y a encore quelque chose qui pourrait expliquer ces points et qui n'est pas tenu en compte dans la modélisation. Par exemple, si je trouve 40% de variance expliquée par le modèle, donc de diversité expliquée par cette équation, ça veut dire qu'il y a 60% expliqué par une autre cause. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Donc je vous ai mis ici les fondements de la régression. Je vous laisse quand même un petit peu de temps pour souffler. Il est 16h56, on reprend à... pardon, il est 15h56, on reprend à 16h08. J'espère que vous aviez déjà vu ça une fois dans votre vie, en gros, hein, on va dire. Je ne vous demande pas de repérer la mathématique sous-jacente, mais de savoir à peu près d'où ça vient, hein, cette histoire. Et ce qui va nous animer maintenant, c'est de faire la régression linéaire par le modèle, voir si ça tient la route. Et je vous demande simplement de reconnaître un nuage de points explicatif par rapport à un nuage de points corrélatif. D'accord? Dans l'explicatif, qui nous amène à la régression, il y a une variable indépendante. Dans le corrélatif, les deux variables sont aléatoires. Elles sont mesurées toutes les deux. C'était le cas de nitrate et de phosphate. Vous vous souvenez? Donc là, la concentration de métal s'expliquerait par la distance. Est-ce que la concentration de nitrate s'expliquerait par le phosphate? Bon, pourquoi pas, mais à ce moment-là, la concentration de phosphate s'expliquerait par le nitrate, on est bien d'accord. Donc, la corrélation n'irait pas du tout. On ne pourrait pas aller au-delà de la corrélation. Je vous laisse votre petite pause et on en rediscute. Alors, juste avant la pause, vous pouvez rappeler ce que l'on peut conclure en vérifiant l'homostasticité. Je le ferai juste après la pause. Et entre autres, ce qui est montré, c'est ici, c'est toutes les mathématiques sous-jacentes quand on fait une courbe de tendance linéaire. Oui, Yanis. Donc, Lorna, pour ne pas rentrer dans des grands discours et pour profiter de notre pause quand même, parce que là, le temps passe, eh bien, je vous laisse un petit peu de temps et j'en reparlerai. Ça marche? Je coupe l'enregistrement vidéo.